Donc, bienvenue à cette dernière séance du cours de cette année. Alors, ça marchait tout à l'heure. Voilà. Donc, bienvenue à cette dernière séance du cours de cette année. Aujourd'hui, ça va être un format qui est un petit peu plus séminaire que les cours précédents. J'avais fait beaucoup de choses au tableau avec des choses faites assez en détail. Donc aujourd'hui, il s'agit plus d'un peu une ouverture en revenant à des questions un peu plus expérimentales, un peu plus de phénoménologie. Donc il y a une première... L'essentiel, disons, du cours est consacré, d'une part, à terminer notre exploration des modèles de type Sage-Diffie-DOP, et en particulier dans le cas d'une symétrie de spin physique et SU2 spin 1,5, où j'avais déjà expliqué que la phase dans laquelle on tombe dans l'isolant était un verre de spin, mais je n'avais pas véritablement détaillé ça. Donc je vais d'abord parler un petit peu du verre de spin, ensuite on va doper ce verre de spin, et on verra que dans le régime critique où le verre de spin disparaît, eh bien, il apparaît un métal étrange dont je parlerai un peu des propriétés. Et puis ensuite, il y a une partie plus phénoménologique où je vais parler un petit peu de physique des métaux planckiens dans une approche théorique très naïve. Et puis finalement, à la fin du séminaire ou du cours, il y a quelques ouvertures sur des problèmes ouverts dans le domaine. Donc voilà un petit peu le menu du jour. J'ai vraiment pas de chance avec ça. Intéressant. Bon, je vais les passer comme ça, c'est pas grave. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons également le dernier cours de Subir Sage-Def, qui va nous parler de modèles Yukawa-SYK, où on a des fermions couplés à un champ scalaire, et du comportement de métal étrange en 2 dimensions d'espace. Je vous rappelle que la plupart d'entre vous y ont participé, que les transparents du workshop qui a eu lieu la semaine dernière, jeudi et vendredi, seront disponibles tous sur le web, sur le site web du Collège de France, d'ici 48 heures, je pense. Et puis enfin, je voudrais signaler que il y a aujourd'hui, à 14h, un petit séminaire informel de notre collègue Louis Taillefer, qui est ici présent, qui portera sur Thermal Hall Effect as a Proof of Quantum Materials. Le séminaire a lieu au bâtiment de physique, premier étage, donc c'est un endroit où il y a un contrôle d'accès. Donc pour ceux et celles d'entre vous qui assistez, venez me voir à la fin du cours et on verra comment on s'organise. Voilà. D'ailleurs, je suis extrêmement content que Louis soit là aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de choses dont je vais parler dans la deuxième partie du cours qui sont directement des choses inspirées par ses expériences, voire certains articles en collaboration avec lui et son équipe. Donc, juste pour remettre un petit peu les choses en place, je vous rappelle qu'au cours des 3 cours précédents, ou des 2 cours précédents, on avait exploré ce qui se passait quand on considérait un modèle de type Sage-Diffie, donc un modèle avec des spins en interaction et des échanges avec du désordre gelé sur les constantes d'échange. Donc, si vous voulez, la promotion au niveau quantique d'un modèle d'Edwards-Anderson d'un verre de spin, et dans lequel on introduisait des fermions. Donc, les spins sont ceux des fermions qui peuvent sauter. Et puis, il y a une interaction répulsive qui peut éventuellement être infinie, ce qui interdit les doubles occupations. Alors, on avait étudié dans le cours précédent en grand détail ce qui se passait dans la limite où on étend la symétrie de spin à SUM et on prend une limite de grand M, auquel cas le modèle de Sage-Diffie devient exactement soluble, mais l'ensemble de ce modèle, au moins à U infini, devient également exactement soluble. C'est un travail qu'on avait fait avec Olivier Parcollet il y a plus de 20 ans, et ce qu'on avait trouvé à l'époque, j'avais détaillé ça en détail, c'est que cette perturbation qui est le hopping des fermions est toujours une perturbation relevante, qui introduit une échelle d'énergie caractéristique T carré sur J, ou dans le cadre de ce modèle d'OP, T delta carré sur J. En dessous de cette échelle caractéristique qui est ici, on a toujours un liquide de Fermi. Donc c'est un cas où le point critique quantique
de fusion de l'isolant de Mott, qui est ici un liquide de spin SYK, état dopage strictement zéro. Et puis ici, on a un régime de mauvais métal avec une résistivité linéaire et des fonctions de réponse qui sont celles d'un marginal Fermi liquide, mais un mauvais métal avec une résistivité plus grande que la limite de Mottiofer-Hegel, selon un mécanisme assez particulier dans lequel la conductivité et la résistivité est proportionnelle au carré du scattering rate et non pas au scattering rate dans ce domaine. Bon, donc ça, c'est ce qui se passe dans la limite de grand M. Depuis quelques années, comme je l'avais dit, on s'est rendu compte, à la suite de différents travaux, que je citerai plus en détail plus loin, que la situation pour le cas physique, SU2 spin était plus intéressante. On sait depuis longtemps que la phase, le modèle d'Edwards-Anderson quantique pour un spin ennemi SU2 a une phase vers de spin à basse température. Et donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand on fond ce verre de spin, soit par dopage, soit par introduction de fluctuations de charge à U fini. Donc ce que je voudrais faire d'abord, c'est revenir un petit peu sur la physique du verre de spin. Donc je reviens sur simplement le modèle non dopé. On a un modèle de Edwards-Anderson quantique. Cette fois, il s'agit d'opérateurs de spin qui ne commutent pas. Je vous avais fait un petit panorama un petit peu de l'historique de la physique des verres de spin en intransparent, qui est ici. Dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire le cas du modèle d'Edwards-Anderson quantique, les premiers travaux qui montrent ou qui parlent, disons, de la phase verre de spin dans le cas quantique, c'est le célèbre article de Bray et Moore, en 80, je crois, qui... oui, c'est ça, 80, voilà, c'est cet article-là, qui montre que pour résoudre le problème de ce modèle, eh bien, on peut, dans le cas d'un réseau complètement connecté, le ramener à une action effective à un site. Donc c'est cet article ici. Et cette action effective à un site, qui est, je dirais, qui rentre dans le cadre général des équations de Extended Dynamical Mean Field Theory, si on veut. C'est une action dans laquelle on a des spins qui interagissent entre eux avec une interaction à longue portée dans le temps, Q de taux moins taux prime, enfin retardée tout au moins, elle est à longue portée dans certaines phases, et une relation d'autocohérence qui me dit qu'en gros, le noyau d'interaction ici qui relie ces deux spins est lui-même égal à la fonction de corrélation spin-spin. Donc c'est typique de ces équations, disons, de type DMFT ou Extended DMFT, où on a une action effective locale avec des fonctions de corrélation, des fonctions retardées qui définissent l'interaction dans cette action effective locale, qui sont reliées de manière autocohérente aux fonctions de corrélation calculées avec cette même action. Alors, les équations que j'ai écrites là sont les équations qui sont valables dans la phase désordonnée, au-dessus de la température de gel, et il faut généraliser ces équations. Je ne l'ai pas fait dans ce transparent et je ne vais pas l'aborder dans ce cours, au cas où on est dans la phase verre de spin, mais c'est une chose qui peut être faite. Alors, je passe un petit peu sur ce qu'on avait établi dans les cours précédents. On avait vu que dans la limite SUM, on peut résoudre ces équations intégrales, qu'on trouve la dynamique de spin d'un liquide de Fermi marginal, et que ce liquide, voilà, un liquide de Fermi marginal, mais dans le cas du SU2 spin ennemi, la situation est différente, et à basse température, on obtient une phase verre de spin. Alors, il y a différentes... les premières études, en fait, qui ont montré ça essentiellement de manière numérique, ce sont les papiers qui sont ici. Donc, il y a un joli article de Grempel et Rosenberg en 1998 qui aborde la solution de ces équations autocohérentes dans le cas issu de spin ennemi par des méthodes Monte-Carlo. À l'époque, il s'agissait de méthodes Monte-Carlo de type champ auxiliaire, c'est-à-dire qu'on découple l'interaction, voilà, donc c'est écrit ici, on découple l'interaction retardée entre spin par un champ classique fluctuant dans le temps. Donc c'est typique de ces méthodes de Monte-Carlo de champ auxiliaire. Il faut intégrer avec un poids gaussien sur l'histoire de ce champ fluctuant dans le temps. Et donc on a à résoudre essentiellement le problème d'un spin dans un champ fluctuant dans le temps, ce qui est un problème non trivial qu'il faut résoudre numériquement.
disons à l'époque, Grempel et Rosenberg utilisaient une méthode où on discrétisait dans le temps. Il y avait une discrétisation de Trotter de l'espace des temps et l'échantillonnage Monte-Carlo était fait dans l'espace des fréquences. Donc maintenant, on a des meilleurs algorithmes. Vous en avez entendu parler lors du workshop dans l'exposé d'Olivier Parcollet. Mais à l'époque, Grempel et Rosenberg avaient obtenu une très belle solution de ces équations. Donc ici, c'est Q de tau, qui est aussi Q local de tau, la fonction de corrélation spin-spin, et son évolution lorsqu'on diminue la température. Donc bêta, c'est la température inverse, unité de J. Donc vous voyez, à haute température, on a un corrélateur local qui est essentiellement constant, ce qui est la loi de Curie. Q local de tau égale constante, donc par intégration, Q local statique égale 1 sur T. Donc c'est la loi de Curie avec une constante de Curie SS plus 1 sur 3, celle à laquelle on s'attend. Et puis quand on baisse la température, vous voyez que cette solution évolue vers une solution qui stabilise dans le régime basse température également à un plateau qui est d'ordre S carré sur 3. Donc tout ce que font les fluctuations quantiques, c'est de réduire l'amplitude du moment local de SS plus 1 sur 3 S carré sur 3. Et essentiellement, on a de nouveau dans le régime de basse température une loi de Curie pour la susceptibilité locale, dans la phase désordonnée. Alors vous voyez que ça, c'est évidemment quelque chose qui est différent du régime liquide de spin à la sage défiée, où dans le régime basse température, on tend vers une solution de type liquide de spin avec une susceptibilité locale qui diverge, mais beaucoup plus faiblement, qui diverge logarithmiquement. Alors en fait, on peut montrer que si la susceptibilité locale diverge, alors nécessairement, il doit y avoir une instabilité vers une phase verte de spin, et ça, c'est quelque chose qui peut être fait de manière assez simple, en développant l'énergie libre en puissance du paramètre d'ordre d'Edwards-Anderson, simplement au second ordre, donc un argument de théorie de Landau, qui permet d'identifier la susceptibilité vert de spin. Je crois que j'ai quelque part ici. On peut montrer que la susceptibilité au paramètre d'ordre d'Edwards-Anderson est reliée à la susceptibilité locale par cette expression. M, c'est le M de SUM, si on étendait ce modèle à SUM. Donc vous voyez que si Q local diverge à basse température, eh bien, on doit avoir une instabilité vert de spin à température finie. Alors cet argument, il est valable pour tout M, sauf M infini, où ces objets disparaissent. Et en particulier, si je reviens au cas du modèle à grand M qui va avoir une divergence logarithmique de la susceptibilité locale, eh bien vous voyez que ça suggère aussi qu'à tout M fini, il existe une transition vers de spin qui va être exponentiellement petite en M, mais qui sera une instabilité linéaire de la solution paramagnétique. Alors le cas M strictement infini est un peu plus subtil. Dans le cas fermionique, dans le cas des représentations fermioniques du spin, on avait déjà vu qu'il n'y a pas d'instabilité vers de spin à M infini. Les solutions sont les solutions liquides de spin, sage défié jusqu'à température nulle. En revanche, dans le cas bosonique, des représentations qui sont des tenseurs symétriques, donc des représentations bosoniques du spin, que vous pouvez représenter par des bosons de Schwinger, par exemple, eh bien, en fait, il existe une transition vers de spin même à M infini, mais ce n'est pas une instabilité linéaire. Et c'est un problème qu'on avait étudié avec Subir et Olivier il y a une vingtaine d'années, dans 2 articles, où on étudie la phase vers de spin dans la limite M infinie pour les représentations bosoniques, et on trouvait que c'était un one-step replica symmetry breaking. Voilà. Mais à M fini, ça se passe de manière différente. Il y a vraiment une instabilité linéaire et une transition de phase, je dirais, plus conventionnelle. Alors, je reviens un petit peu aux études numériques du cas SU2. Vraiment très peu commode, ce système. Donc, voilà dans la phase paramagnétique. Que se passe-t-il dans la phase vers de spin elle-même? Alors, il y a en fait très peu d'études de ce problème. C'est un problème qui est actuellement étudié par Nikita Kavokin, par exemple. Mais il y a quand même un très beau papier, toujours de Marcelo Rosenberg, cette fois avec Liliana Arrachea, il y a pas mal d'années, où ils avaient, également par un algorithme de type... alors cette fois par un algorithme de type diagonalisation exacte, étudié de spin. Et le problème qui est à l'étude actuellement, c'est comment est-ce qu'on étend les algorithmes Monte-Carlo, cette fois, pas ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, mais d'autres types d'algorithmes Monte-Carlo, à la phase vers de spin. Alors vous voyez qu'ici, ce sont les résultats de Arrachea et Rosenberg.
Et ce qu'on voit, c'est que, en plus de ce continuum d'excitation de spin, donc ces secondes locales de oméga, en plus de ce continuum d'excitation de spin qui existe dans la phase haute température, à basse température, il se développe ce pic ici, alors qui évidemment a une largeur finie, puisqu'on est pour un échantillon de taille finie cette fois, et tout le problème est d'étudier la manière dont ce pic à basse fréquence scale en fonction de la taille du système, et qu'effectivement ce pic va ou non conduire à une fonction delta de oméga qui nous signalerait la formation d'un moment local, puisque dans une phase vert de spin, je vous rappelle qu'il y a un moment local sur chaque site, c'est-à-dire que si je regarde la valeur moyenne thermodynamique de SI, disons dans une certaine direction, cette valeur moyenne prend une valeur finie, mais que la somme de toutes ces aimantations est nulle dans la limite thermodynamique, qu'en revanche, l'histogramme de CMI a une variance finie, 1 sur n somme dmi carré, qui est le Parmenion d'Edward Anderson. Donc c'est ça le verre de spin, c'est-à-dire qu'on a des moments désordonnés, mais qu'ils sont corrélés entre eux avec une variance finie de l'histogramme. Donc cette variance, ce paramètre d'Edward Anderson, il doit vous dire que quand vous regardez la susceptibilité locale, il y a une partie ici en fonction delta, et c'est ça qu'on voit ici pour un système de taille finie, et ces calculs ont été étendus au cas dopé très récemment par Henry Shackleton, dans un travail de Shackleton, Vitek et Subir et moi, toujours par des méthodes de diagonalisation exacte, mais cette fois étendues au cas dopé. J'y reviendrai dans la suite, et vous voyez ici toujours ce pic delta qui se forme à basse fréquence et qui donc signale l'apparition de la phase vert de spin. Voilà, donc ceci c'était pour vous convaincre qu'il existe bien une phase vert de spin dans le modèle SU2. On sait ça donc depuis les travaux de Grampel-Rosenberg, Arrachea et Rosenberg, et puis nos travaux en grand M avec Subir, et puis depuis Bray et Moore. Et maintenant la question c'est qu'est-ce qui se passe quand on introduit des porteurs de charge et qu'on dope cet isolant, qu'on dope ce verre de spin. Alors ça, ce sont des travaux beaucoup plus récents. Quand on s'est rendu compte, un certain nombre de travaux se sont rendus compte que, il y avait un point critique, qu'on pouvait entraîner la fusion de ce verre de spin en introduisant des porteurs de charge, ou bien en introduisant des fluctuations de charge par U fini. Donc ça, c'est une chose qu'on peut faire de deux manières. Ici, travail où on regarde le modèle au demi-remplissage, mais maintenant à U fini. Quand U est très grand, donc ça c'est T sur U, donc U très grand c'est ici. Quand U est très grand, on a un isolant de Mott, et puis cet isolant de Mott à basse température devient un verre de spin, comme je viens de l'expliquer. Et puis quand on relâche la contrainte de U fini, de U très grand, eh bien on augmente la largeur de bande. Si vous voulez, on a une transition de Mott entre un verre de spin et un liquide de Fermi, avec un régime critique quantique ici qui, on peut se le demander, conduit à un métal étrange. Donc ça, c'est ce qui se passe par fluctuation de charge, mais on peut étudier le même problème, et c'est probablement plus intéressant, par dopage. Et voilà un certain nombre de travaux qui ont fait ça récemment. Donc de nouveau, dans le cas, alors cette fois U grand, donc on partirait d'ici, si vous voulez, dans le cas dopage nul, on a un régime de verre de spin à basse température. On a ici un régime paramagnétique sur lequel je reviendrai dans la suite, qui a des propriétés un peu particulières. Et puis, en introduisant des porteurs de charge, on fait fondre ce verre de spin. On a tout de suite, dès qu'on perd la phase verre de spin, on a un liquide de Fermi à basse température, mais il y a un crossover ici avec un régime critique. Et dans ce régime critique, on va étudier s'il apparaît un métal étrange et de quel type de métal étrange il s'agit. Et c'est à ça que sont consacrés les quelques slides suivants. Alors comment est-ce qu'on résout ce genre de problème? Il faut étendre cette méthode d'action effective à un site autocohérente au cas dopé. Alors ça, on sait très bien faire. C'est essentiellement les équations de la théorie du champ moyen dynamique. Donc tout à l'heure, on avait une action effective
dans lequel il y avait juste un terme de spin avec une interaction retardée. Maintenant, on a une action effective avec des fermions. Et pour ceux qui connaissent les approches des MFT, c'est l'approche standard, où on a maintenant une relation d'autocohérence à la fois sur la fonction de corrélation à une particule, donc les sauts fermioniques, et puis toujours sur la fonction de corrélation à deux particules. Et ici, cette relation d'autocohérence est écrite pour le cas d'un réseau complètement connecté avec des hoppings aléatoires, ou bien pour le cas où on met le problème sur un réseau, un arbre de bits, ça donne les mêmes équations, à la même loi de Wigner pour les états à une particule sans interaction. On avait vu ça dans les cours précédents. Donc pour ceux qui connaissent les équations de MFT, c'est la relation d'autocohérence habituelle qui relie la fonction d'hybridation à la fonction de Green locale à une particule, et puis toujours notre relation qui nous dit que le noyau d'interaction des spins est égal à la fonction de corrélation locale spin-spin. Donc c'est extended DMFT, si vous voulez, mais c'est extended DMFT qui est ici exact pour ce modèle avec des échanges aléatoires et éventuellement des hoppings aléatoires dans la limite de grande dimension ou d'un réseau complètement connecté. Et ces équations, de nouveau, ici, sont écrites uniquement pour la phase désordonnée, c'est-à-dire au-dessus de la température de gel. Il faut généraliser ces équations. Dans le cas de la phase verte de spin, je ne le ferai pas dans ce cours. Pour ceux qui connaissent moins ce genre de méthode, cette fonction d'hybridation delta ici, elle traduit le fait qu'un électron peut quitter le site, se promener dans le reste du système et revenir. Et la relation d'autocohérence me dit que ce processus, qui est paramétrisé, je dirais, par la fonction d'hybridation delta qui couple ce site et le bain, eh bien, les autres sites sont faits d'une collection de sites identiques au site qu'on considère, d'où cette relation d'autocohérence qui relie la fonction d'hybridation à la fonction de Green. Voilà, alors, il faut développer des algorithmes numériques pour résoudre ces problèmes. Ça, c'est un métier qu'on connaît bien. Dans les années récentes, il y a eu des grands progrès dans ce domaine, bien au-delà des méthodes de Monte-Carlo en champ auxiliaire. On sait maintenant faire ça en temps continu, sans discrétisation et par différentes méthodes de Monte-Carlo en temps continu, soit par développement, par échantillonnage de la série perturbative de ce problème dans les termes d'interaction, donc dans le Q et dans le U, si on travaille à U fini, soit éventuellement par développement autour de la limite atomique en puissance de l'hybridation, et des termes de spin flip ici. Donc je n'entre pas dans les détails, il y a des articles de revue sur ce sujet, et Olivier Parcollet en a un petit peu parlé dans ce workshop. Je vous renvoie aussi à des séminaires des cours de 2019 où j'avais un petit peu présenté ce type d'algorithme. Aujourd'hui, je vais juste me consacrer simplement aux résultats. Donc on a déjà parlé du diagramme de phase, et maintenant je vais vous montrer un certain nombre de résultats, sans entrer dans les détails techniques de la manière dont ils ont été obtenus. Alors, une première quantité qu'on peut regarder, c'est le temps de vie des quasi-particules. Alors, dans le régime ou le grand dopage, on a un liquide de Fermi, donc il y a des bonnes quasi-particules, on peut regarder leur temps de vie. Donc, vous savez sûrement, enfin, vous savez, je pense, que le temps de vie d'une quasi-particule, il est donné dans ces théories où la self-énergie ne dépend que de la fréquence, il est donné par la partie imaginaire de la self-énergie à fréquence nulle, donc ce terme ici, qui serait le taux de diffusion aussi, dans ces théories où la self ne dépend que de la fréquence, multiplié par le poids des quasi-particules. Alors ça, c'est important, quand on regarde 1 sur taux étoile, d'inclure ce Z. Et ça, c'est très facile à démontrer, hein. Vous pouvez juste prendre la fonction de Green, développer la self-énergie à basse fréquence, et vous voyez immédiatement que eh bien, c'est Z et sigma qui contrôlent la largeur du pic qu'on mesurait en photoémission, disons. C'est ça. Alors voilà l'évolution de ce Z et sigma. Il y a un moins ici, excusez-moi. Ah ben non, il y a une valeur absolue, tout va bien. Donc moins Z et sigma en fonction de la température. Donc vous voyez qu'à grand dopage, là on est à des dopages très grands, disons 40%, 70%. On a d'abord un temps de vie qui est très long, c'est-à-dire l'inverse du temps de vie est très court, très petit. Et si on faisait un zoom sur cette région ici, on verrait une belle loi en T carré. Hein, donc on a un liquide de Fermi. En revanche, vous voyez que quand on se rapproche du point critique, eh bien, on a un comportement qui est extrêmement linéaire
Et alors, en fait, incidemment, je note que dans un système de ce type, même si la partie imaginaire de sigma de 0 n'est pas exactement linéaire en température, donc imaginons qu'elle soit en T puissance nu, avec nu éventuellement légèrement plus petit que 1, bien à ce moment-là, on est quand même dans une situation où Z se comporte comme T puissance 1 moins nu. Ça, c'est facile à montrer. Et donc, s'il y a en tout cas un scaling entre la fréquence et la température, et à ce moment-là, vous voyez que cette chose-là est toujours linéaire. Donc, j'insiste juste sur le fait que ce n'est pas parce que cette quantité-là, qui est le temps de vie des quasi-particules, est linéaire en T, enfin, son inverse est linéaire en T, qu'on a nécessairement un comportement strictement planckien pour le taux de diffusion. Voilà. Bon, ça, c'est juste une remarque en passant. Et c'est une des raisons pour laquelle, dans ces calculs, vous voyez un superbe comportement linéaire sur une assez large échelle de température. Vous verrez ensuite, dans le transparent suivant, que im sigma de 0, il est assez linéaire près du point critique, mais il dévie relativement vite quand on s'éloigne du point critique. Voilà, alors on peut aussi calculer le coefficient en face de ce kt sur h bar, et on trouve un coefficient qui est proche de 1, ce qui réjouit Louis. Et c'est important de mettre ce z pour trouver ce coefficient proche de 1 d'ailleurs. Alors ici, je montre quelque chose d'autre, qui est la question de savoir si le théorème de Luttinger est vérifié. Alors, vous pourriez pousser des hauts cris parce qu'on regarde un problème avec du désordre, donc on n'a pas vraiment, disons, la quasi-impulsion n'est pas vraiment un bon nombre quantique, on n'a pas un problème par translation, donc qu'est-ce que ça veut dire, le théorème de Luttinger, dans une telle situation? Alors, j'avais déjà expliqué la dernière fois, on peut regarder la fonction de Green, non pas dans l'espace des impulsions, mais en paramétrisant l'espace des impulsions par les niveaux d'énergie à une particule de mon problème sans interaction. Donc, pour une configuration des JIJ et des hopping donnés, pour une configuration des hopping donnés, le système sans interaction, il a un spectre de niveau d'énergie à une particule, qui, pour un grand système, est distribué selon la loi de Wigner, hein, c'est ce qu'on avait vu dans les cours précédents, et je peux regarder les composants de la fonction de Green sur ses états propres à une particule. C'est ce qu'on fait toujours dans le problème à n-core. Dans un problème invariant par translation, les états propres du système à une particule sont des ondes de bloc. On regarde donc G de K et de oméga, mais dans un système où il n'y a pas la variance par translation, je peux continuer à décomposer ma fonction de Green sur les états propres du système à une particule sans interaction et parler de G de epsilon et de oméga. Alors quand je fais ça, je définis ma self-énergie comme d'habitude de la manière suivante. Et vous voyez que cette self-énergie, si sa partie imaginaire devient petite à basse fréquence, cette fonction de Green, elle a un pôle qui définit la position de la surface de Fermi dans l'espace des énergies à une particule. Donc la surface de Fermi, on avait vu d'ailleurs que cette quantité est automoyennante, hein, que sigma de oméga est automoyennant. Donc on peut voir ce qui est écrit au tableau ici comme la manière dont, pour une énergie à une particule donnée, cette fonction de Green tend avec probabilité 1 pour un grand système et un échantillon fixé vers cette quantité. Alors la surface de Fermi, elle est donnée par les pôles à oméga égale 0 de cette expression, donc elle est donnée par les énergies, donc la position dans l'espace des énergies de la surface de Fermi, ça va être epsilon f égale mu moins sigma de 0. Donc ça, c'est ce qui définit la surface de Fermi du problème. Donc, que me dit le théorème de Luttinger? Le théorème de Luttinger me dit que la position de cette énergie de Fermi ne doit pas changer quand je change les interactions. Autrement dit, si je calcule donc, dans le système sans interaction, j'ai une énergie de Fermi sans interaction qui est tout simplement le potentiel chimique du système sans interaction à densité donnée. Donc ça, on peut le calculer explicitement. On a une loi de Wigner des états qui est ma densité d'état à une. Je remplis jusqu'à un certain endroit, voilà, et ça me définit epsilon f0, que j'appelle mu0 de n, pour une certaine densité. Le théorème de Luttinger me dit que mu moins sigma de 0, qui sont des quantités qui, chacune d'entre elles, sont tout à fait non triviales, elles dépendent de la température, des interactions, etc., est égale ou non
à mu0 de n. Voilà l'équation qui, dans toutes ces théories où la self-énergie est locale, définit le théorème de Luttinger. Donc on peut regarder mu moins sigma de 0, regarder ce qui lui arrive à basse température, puisque c'est un statement de basse température, et le comparer à l'énergie de Fermi sans interaction. Et le résultat est ici. Donc ici, ce qu'on montre, c'est mu moins mu0 dans cette équation, comparé à la partie réelle de sigma de 0 extrapolée à fréquence nulle et à basse température. Non, extrapolée à fréquence nulle ici pour différentes températures. Il faut regarder les plus basses, donc bêta égale 60, c'est la température inverse ici. Donc vous voyez que ce théorème de Luttinger est manifestement parfaitement satisfait dans toute la phase liquide de Fermi. Donc juste au point critique de fusion du verre de spin, qui est par ici, eh bien, le théorème de Luttinger est satisfait. Donc j'ai un liquide de Fermi qui a un temps de vie à l'inverse d'un temps de vie en t carré, et puis qui satisfait le théorème de Luttinger. En revanche, ici, on voit que les solutions de la phase paramagnétique, qui sont les seules qui ont été calculées ici, violent le théorème de Luttinger. Et ces solutions ne sont pas du tout un liquide de Fermi, ce sont des solutions qui... Alors, je vais essayer de vous les montrer, si j'arrive à revenir en arrière. Non, c'est pas là. Voilà. Ce sont des solutions... Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Non, ben, je ne vais pas sur ce transparent. Ce sont des solutions pour lesquelles la susceptibilité locale n'est pas comme celle d'un liquide de Fermi, mais qui correspond à l'apparition d'un moment local. Donc c'est des solutions qui ressemblent, si vous voulez, un peu aux solutions de Grempel et Rosenberg dans la phase désordonnée, ce qui est assez naturel. Le régime de crossover au-dessus de mon point critique, donc j'ai mon verre de spin qui disparaît dans un régime critique. La solution qui est ici, elle ressemble à ce qui se passait ici dans les simulations de Grempel et Rosenberg. Il y a un moment local. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans cette phase... Alors là, on n'est plus à température nulle, hein, mais si je continue cette phase vers les basses températures, où je commence à pouvoir tester le théorème de Luttinger, on voit que ce théorème de Luttinger est violé. Alors là, la question intéressante, évidemment, qui est encore une question ouverte, c'est que se passe-t-il dans la phase verre de spin? Donc on forme ce moment local, et ce moment local vont se geler. Évidemment, cette solution avec un moment local, elle ne peut pas continuer jusqu'à basse température, il faut bien que ces moments se gèlent, c'est la phase verre de spin. Et la question qui se pose, c'est dans cette phase verre de spin, qui, puisqu'elle est dopée, va être une phase métallique, eh bien, qu'en est-il du théorème de Luttinger? Est-ce que, au sens qui est ici, on a une surface de Fermi qui n'est plus la grande surface de Fermi, la même que celle du système sans interaction, mais au contraire une petite surface de Fermi ne contenant que les trous, disons. Donc on peut imaginer que le système qui est une seule espèce d'électron, hein, puisqu'on a une seule espèce d'électron dans le système, ce n'est pas un système à deux composantes comme un fermion lourd, que sais-je. Non, là on a une seule espèce d'électron, se sépare spontanément en une partie qui forme des moments locaux, qui se gèlent, et puis des porteurs de charge, une petite surface de Fermi. Voilà. Alors cette question est ouverte, et je compte sur certains dans l'assistance pour la résoudre prochainement. Voilà. Donc ça, c'est une des questions qu'on regarde actuellement en résolvant les équations dans la phase verre de spin. Alors évidemment, je vais vous en parler dans la suite. Tout ça est motivé par la question de la transition de la surface de Fermi par dopage, du régime de bas dopage vers le régime de haut dopage dans les cuprates. Je vais y revenir dans la suite. Donc voilà un premier aspect des résultats numériques. Alors il y a une autre chose qu'on peut regarder, c'est, on a beaucoup parlé dans les cours précédents, du scaling en h bar oméga sur kt, comportement, disons, critique quantique des différentes quantités. Et alors, est-ce que j'ai mis dans ces transparents ou non? Peut-être, malheureusement. Je voulais montrer, alors c'est pas grave, on va le faire ici. Voilà. Donc, on peut regarder le scaling en oméga sur kt des différentes quantités physiques dans le régime critique. Alors, on peut commencer par faire ça, bien sûr, pour la susceptibilité locale, donc on peut la regarder en imaginaire, ou si on est suffisamment brave,
pour faire des, ou aventureux, disons, pour faire des continuations analytiques, on peut aussi la regarder en fréquence réelle, et on peut se demander si tout ça scale en oméga sur t. Alors effectivement, on trouve que cette quantité, qui était le point focal de notre attention dans l'étude des modèles SYK, cette quantité obéit au scaling en oméga sur t. En fait, on le teste dans les données numériques, non pas sur la continuation analytique, mais directement sur les données Monte-Carlo, c'est-à-dire on teste de savoir si cette quantité obéit à ce type de comportement, dont on a vu que c'était la forme conforme des fonctions de corrélation. Et donc la question ici, c'est est-ce que l'exposant, qu'on j'ai appelé 2 delta dans les cours précédents, est-ce que cet exposant 2 delta vaut 1, qui est le cas du marginal Fermi liquide, ou de SY, disons, ou est-ce que cet exposant 2 delta vaut 2, qui est le cas d'un liquide de Fermi. Traduit en fréquence réelle, je vous rappelle que 2 delta égale 1, ça veut dire que chi seconde de oméga est constant à température nulle, ou si vous voulez, oméga sur t pour oméga plus petit que t. Donc t est la seule échelle d'énergie, c'est le comportement du marginal Fermi liquide réalisé par le modèle SY. Et si 2 delta vaut 2, chi seconde d'oméga est au contraire oméga sur gamma, ce qui est typique d'un liquide de Fermi, avec une échelle d'énergie qui reste finie à basse température. Oméga non 1 sur tau carré, constant de 1 sur tau. Donc la question, c'est comment se comporte le corrélateur spin-spin. Et ce que vous voyez ici, en fait, dans ce diagramme de phase, c'est un encodage par le code de couleur de l'exposant de delta qui est là, qui s'appelle sur ce transparent θ. Bon, je suis désolé, il s'appelle θ. Donc vous voyez qu'ici, la couleur bleue, donc le code de couleur, il est ici. On calcule cet exposant à température finie, par fit de cette expression, etc. Et on regarde ce que ça donne. Alors évidemment, il n'est pas exactement constant, mais vous voyez qu'en gros, θ vaut 2 ici, dans le régime liquide de Fermi, c'est ce à quoi vous attendez. Et puis il y a ici une ligne qui définit θ égale 1, donc qui est le comportement liquide de Fermi ou le comportement CHD-fier. Et vous voyez que cette ligne, eh bien, elle correspond au régime critique de cette fusion du verre de spin. Donc on a réalisé ici dans le régime critique un système qui a une dynamique locale de spin qui est celle d'un liquide de Fermi marginal. On a réalisé ce qu'on avait envie de réaliser il y a 20 ans dans ce calcul qu'on avait fait avec Olivier, où on avait montré que, dans la limite de grand M, il apparaissait une échelle d'énergie T carré sur J, ou T delta carré sur J, en dessous de laquelle le comportement SY était coupé, et on retrouvait un liquide de Fermi. Donc ce qu'on a réalisé, c'est qu'on a poussé cette échelle à 0 par fusion du verre de spin, et on a étendu le régime critique jusqu'à température nulle, et par la même occasion, on a transformé ce mauvais métal qui avait une résistivité linéaire en un bon métal étrange, si j'ose m'exprimer ainsi, qui a une résistivité non Fermi liquide jusqu'à température nulle. Donc c'est ça qui s'est passé en 20 ans, en passant de SUM à SU2. Voilà. Mais c'est pas mal quand même. Alors, je reviens donc aux propriétés de scaling. Alors, je ne vous ai pas explicitement montré la manière dont les données scalent en fonction de cette quantité. C'était encodé dans ce code de couleur. Ici, je le fais plus explicitement pour la self-énergie elle-même. Donc la question, c'est comment se comporte la self-énergie? Quel est l'exposant? Alors maintenant, j'aime bien vous confusionner en appelant les exposants de manière totalement différente. Maintenant, pour la self-énergie, cet exposant, il ne s'appelle plus le delta, il s'appelle 1 plus nu. Voilà. Pourquoi il s'appelle 1 plus nu? Parce que par transformée de Fourier, on va dire que la self-énergie sigma seconde d'oméga, le scattering rate, va être oméga puissance nu, ou t puissance nu, s'il y a scaling en oméga sur t. Donc nu égale 1, ça sera le cas planckien, nu égale 2, c'est le cas liquide de Fermi. Donc voilà un test des propriétés de scaling de la self-énergie. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend les données Monte-Carlo pour différentes températures, ou température inverse, ici entre 30 et 65. On représente tout ça de cette manière. Donc on prend, alors je vous expliquerai cette combinaison dans un instant. Tout ceci est représenté en fonction de tau sur bêta, qui a été malheureusement coupé dans ce graphe. Tau sur bêta va de 0 à 1.
Pourquoi est-ce qu'on a fait cette décomposition bizarre? On a fait cette décomposition bizarre parce qu'on veut isoler la partie de la self-énergie qui est symétrique particule-trou, donc qui a la symétrie oméga de moins oméga, et la partie de la self-énergie qui correspond à l'asymétrie particule-trou. Donc, comme vous le savez sans doute, et je pense qu'on l'a vu dans les cours précédents, la symétrie particule-trou oméga donne moins oméga, c'est la même chose que la symétrie tau donne bêta moins tau. Donc, en formant cette combinaison sigma de tau, sigma de bêta moins tau, on isole la partie symétrique particule-trou. Et vous voyez qu'on a un magnifique collapse des courbes. Alors, ceci est fait pour un dopage tout près du régime critique, 19%, un nombre que d'ailleurs Louis aime bien, 19%. Voilà. Et on peut donc, par l'étude de ces courbes, en déduire l'exposant nu de la self-énergie, donc qui est défini là, en fonction, excusez-moi, c'est encore coupé, de la température. L'exposant effectif, hein, c'est du fit de données numériques. Alors vous voyez que, eh bien, à basse température, cet exposant se stabilise relativement bien, mais qu'il n'est pas exactement constant en fonction du dopage. Et ça, c'est des courbes pour différents. Alors, attendez, non, je crois que je vous dis des bêtises. En fait, cet exposant qui est représenté ici, c'est le fit en fonction du dopage pour différentes températures. Voilà. Donc, ici, vous voyez qu'on a peut-être un exposant qui tend vers 1, donc qui correspondrait au comportement planckien, mais bon, il y a une certaine fluctuation dans la valeur de cet exposant nu. En revanche, encore une fois, si je regarde Zim sigma, j'ai un beau comportement planckien linéaire. Alors maintenant, on peut se poser une autre question qui est quid de la symétrie particule-trou. Et vous allez voir pourquoi je pose cette question quand je vais parler du coefficient Seebeck dans la suite de cet exposé, si jamais j'y arrive. Donc on avait vu que l'équivalent de la forme qui est là, généralisé au cas asymétrique particule-trou, faisait intervenir un paramètre d'asymétrie. Et donc la variance conforme fixe, dans le cas où le problème est invariant conforme, fixe complètement la fonction d'échelle en oméga sur t avec deux quantités qui sont cet exposant critique nu, ou 2 delta, et la symétrie spectrale alpha, ou θ, dans les cours précédents sur le modèle SY. Voilà, donc on veut aussi déterminer cette asymétrie spectrale. Autrement dit, on se demande si, pour résumer, la self-énergie sigma, le scattering rate sigma, partie imaginaire de sigma de oméga, se comporte comme t puissance nu fois une fonction d'échelle de oméga sur t. Donc ça, c'est ce qui est testé par le premier graphe. Et on se demande si cette fonction d'échelle possède intrinsèquement une asymétrie particule-trou. Et ça, ce qui est montré ici sur le deuxième graphe. Vous voyez que si le système est invariant conforme, l'asymétrie particule-trou correspond à une simple exponentielle en préfacteur de ce 1 sur sinus puissance 1 plus nu. Et donc la représentation naturelle de ça, c'est de regarder la partie particule-trou asymétrique de la self-énergie. Donc cette fois, on fait sigma de tau sur sigma de bêta moins tau pour isoler la partie exponentielle, et puis on prend le log parce que c'est une exponentielle. Et vous voyez que de nouveau, les données collapsent magnifiquement, enfin assez bien, je dirais. Et on peut donc en déduire le paramètre d'asymétrie spectrale, donc qui est directement lié au paramètre θ d'asymétrie spectrale dont on a parlé dans les cours précédents, à la fois dans mes cours et ceux de Subir. C'est le champ électrique du trou noir, hein, pour vous réveiller un peu. Vous voyez que cette asymétrie spectrale alpha, elle a une certaine évolution en fonction de la température pour les différents dopages proches du dopage critique. Et je vous laisse décider si vous pensez que cette courbe tend vers 0 ou pas à basse température. Nous, on n'a pas vraiment décidé. Mais en tout cas, pour des températures qui sont déjà très petites devant le hopping, hein, vous voyez ici, on est de l'ordre de quelques fois 10-2, quelques centièmes du hopping, il est clair que la fonction d'échelle a une asymétrie spectrale intrinsèque. Alors, j'insiste sur le fait que cette notion d'asymétrie intrinsèque, parce que le fait qu'un système dopé ait une asymétrie particule-trou, ce n'est pas très surprenant, c'est tout à fait normal. C'est ça depuis très longtemps.
Mais il est beaucoup moins évident, en revanche, que le scattering rate lui-même puisse garder une asymétrie particule-trou dans le régime d'échelle où oméga est petit et t est petit, oméga et t étant petit devant tout cutoff de haute énergie. Ce n'est pas du tout ce qui se passe dans un liquide de Fermi. Dans un liquide de Fermi, même s'il y a une asymétrie particule-trou à plus haute énergie, sigma, la partie imaginaire de sigma, c'est quelque chose qui va être donné avec un moins de vent par une certaine constante fois oméga 2 plus pi t carré. Et donc vous voyez qu'elle est parfaitement symétrique entre particules et trous. Et les termes éventuels de correction, qui, j'en parle tout à l'heure, vont être en oméga cube ou en oméga t carré, sont des termes qui ne scalent pas en oméga sur t. C'est-à-dire que si ici j'extrais la partie t carré, j'ai t carré fois une fonction d'échelle de oméga sur t, qui pour un liquide de Fermi est tout simplement pi 2 plus x2, cette fonction est intrinsèquement symétrique. Et puis le reste, c'est des corrections aux lois d'échelle. Ici, ce n'est pas ça dont je parle. Ici, je parle d'un système dans lequel on se demande si le comportement d'échelle lui-même, la fonction universelle de scaling, est intrinsèquement symétrique ou non. Et il semblerait qu'il y ait des évidences, peut-être pas strictement dans le régime d'échelle quand on va vers la température nulle, mais au moins sur une large gamme de températures, ce qui peut-être nous suffit pour la phénoménologie, que cette fonction soit intrinsèquement particule-trou symétrique. C'est ce qu'on a appelé un skewed Planckian metal ou un skewed non-Fermi liquid à cause de cette symétrie particule-traux. Alors vous pourriez, cette asymétrie particule-traux, pardon, vous pourriez me demander pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à tout ça. Et en fait, vous allez avoir la réponse dans la suite de ce séminaire, où je vais vous montrer que cette asymétrie particule-traux, elle a des conséquences importantes pour le transport thermoélectrique ou la mesure du Seebeck de ce système. Alors, qu'est-ce que je vous montre dans le transparent d'après ? Ce que je vous montre dans le transparent d'après, c'est qu'on peut aussi, bien qu'on n'ait pas résolu les équations encore dans la phase vert de spin, on peut néanmoins se convaincre que identifier la frontière, donc cette frontière critique, calculant la susceptibilité spin-glass. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, enfin je ne vous l'ai pas montré, mais je vous l'ai dit qu'elle était directement reliée à la susceptibilité locale, il suffit de calculer la susceptibilité locale, qui est ce qu'on fait dans notre algorithme de toute façon, de calculer cette quantité, et puis quand cette quantité extrapole à 0, eh bien, ça définit la phase vert de spin. Donc vous voyez qu'ici, qu'à grand dopage, donc ça c'est le dopage, à grand dopage, cette chose n'extrapole jamais à 0, et donc il n'y a pas de phase vert de spin. En revanche, à petit dopage, nos solutions qui sont des solutions de type moment local, celles qui violent le théorème de Luttinger, eh bien, elles intersectent 0 ici. Donc, toutes ces solutions, tous ces dopages correspondent à des situations où on a une phase vert de spin. Et puis, la valeur où ça croise 0 ici nous permet de localiser la transition, la température de transition, et donc de tracer cette frontière. Et maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est rentrer dans cette phase. Voilà, donc ça, c'est la phase vert de spin par dopage, c'est qu'elle devient. On peut aussi faire cette étude, d'ailleurs, dans une autre approche numérique, où cette fois, on fait des diagonalisations exactes de systèmes de taille finie. Donc ça, c'est les équations extended DMFT pour le système de taille infinie. Mais on peut faire le même type d'étude pour un échantillon donné à taille finie par diagonalisation exacte. Donc ça, c'est le travail de Henry Shackleton et Alex Vitek. Et on suit l'évolution de la phase vert de spin. Donc c'est le fameux pic delta dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez qu'à un moment, il disparaît à un certain dopage. Ce dopage critique n'est pas le même que pour ça, que pour ce graphe-là, parce que ces études-là sont faites à U infini pour le modèle TJ, ces études-là sont faites à U fini, donc ce n'est pas exactement les mêmes paramètres. Mais enfin, on peut aussi suivre cette vert de spin. Dans ce cas-là, on a aussi calculé le coefficient gamma de la chaleur spécifique et on a montré qu'il avait un maximum près de la transition. Voilà, donc ceci clôt à peu près. Je suis assez en retard. Ceci clôt à peu près ce que je voulais vous dire sur l'état actuel des études numériques de ce modèle SU2 dopé. Et comme je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, il y a une étude en cours
mais peut-être plusieurs, sur ce qui arrive dans la phase vert de spin, en particulier comment le système se partitionne entre moments locaux et porteurs de charge, et une éventuelle transition du volume de la surface de Fermi. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ça? Parce que maintenant, je vais passer plutôt à des côtés expérimentaux et phénoménologiques. Nikita? Dans le diagramme de phase, qu'est-ce que ça veut dire le θ plus petit que 1? Alors, le θ plus petit que 1, ça veut dire que les solutions chi locales de taux décroissent plus lentement que 1 sur taux. Et on avait vu tout à l'heure que si je regarde chi local de taux, donc ça c'est taux sur bêta, disons, hein, donc 1, ça va être un comportement, quelque chose comme ça, d'accord? Et puis on avait vu tout à l'heure que si je suis à dopage nul au-dessus de la température de gel, c'est les solutions de Grempel-Rosenberg, on a des solutions qui, au contraire, ont un plateau, comme ça. Donc ils vont vers une constante. C'est ça la formation du moment local. D'accord? Donc entre les deux, comme c'est du numérique, d'accord, ce que tu vas trouver, c'est des comportements de ce type. Et si tu les fites dans ce régime qui correspond au longtemps, tu vas trouver un θ plus petit que 1, qui évolue lentement vers 0. Voilà. Donc l'interprétation physique, c'est une phase avec des moments locaux qui vont se geler. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Donc, je vais maintenant élargir un peu l'horizon et essayer de discuter est-ce que tout ce que j'ai raconté jusqu'ici pourrait avoir une relation, au moins qualitative, avec la phénoménologie des cuprates. Alors, évidemment, c'est un terrain un peu aventureux, mais enfin, je vais quand même essayer quelques arguments. Donc, vous connaissez tous ce diagramme de phase, mais je vais quand même très rapidement le rappeler, pour ceux qui le connaissent moins bien. Donc, les cuprates, c'est tout un zoo de phases diverses et variées. Et ici, dans l'ensemble de ce cours, et du cours de Subir aussi, on se concentre surtout sur ce régime. On se concentre surtout sur le régime de métal étrange. Il y a des progrès récents sur la nature physique du pseudo-gap. J'y avais consacré des cours aussi dans les années passées, mais ce n'est pas l'objet. Ici, on a le pseudo-gap qui disparaît, et puis on a un régime de métal étrange dont on a envie quand même de dire qu'il est associé à cette disparition, enfin qui correspond en gros à ce régime. Et donc on se focalise sur ça. Alors on peut dire qu'en fait, dans ce diagramme de phase, il y a tout un zoo de physique très riche, mais il y a un certain nombre de problèmes que personnellement je considère comme plus fondamentaux, et peut-être il y en a 3 qu'on peut signaler, qui sont bien connus. L'un, c'est quelle est la nature de ce métal étrange, quelle est l'origine de ce comportement linéaire en T, ou planckien, comme on dit aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il y a une reconstruction de la surface de Fermi pour P plus petit que P étoile, P étoile étant le dopage caractéristique où le pseudo-gap disparaît. Je vais vous montrer rapidement les manipes de Cyril Proust et Taillefer et coworkers enfin, tout ça est passé en revue ici, à la fois les oscillations quantiques et les Angular Dependent Magnetoresistance Measurements, qui montrent qu'il y a une reconstruction de la surface de Fermi. Donc ça, c'est la deuxième grande question fondamentale. Et puis, évidemment, troisième question importante, quel est le mécanisme pour la formation du pseudo-gap? Personnellement, je considère que ce problème est essentiellement résolu et que le mécanisme de formation du pseudo-gap, c'est les corrélations de spin de courte portée, même s'il y a encore pas mal de questions liées à la physique du pseudo-gap elle-même et aux autres instabilités qu'on voit dans la phase pseudo-gap, comme celle qu'a découverte Philippe Bourges. Mais enfin, le mécanisme de base, à mon avis, il est maintenant compris. Alors, quelles sont les évidences de la reconstruction de la surface de Fermi pour P plus petit que P étoile? Je passe des choses en revue assez vite. Il y en a un certain nombre, mais une des plus récentes, et qui nous a apporté beaucoup de renseignements sur la manière dont le taux de diffusion variait sur la surface de Fermi, ce sont ces très belles expériences dans le groupe de Louis et Brad Ramshaw sur la magnétorésistance dépendant de l'angle, donc Angular Dependent Magnetoresistance, sous champ. Et donc ce qu'ont fait ces auteurs, c'est qu'ils ont comparé
la manière dont la magnétorésistance dépend de l'angle le long de la surface de Fermi, qu'on peut régler avec l'orientation du champ, à différents modèles de reconstruction de la surface de Fermi. Mais avant qu'on fasse des comparaisons à des modèles, vous voyez de manière tout à fait évidente qu'il se passe quelque chose de dramatique dans ce système qui est NDLSCO entre le régime P plus petit que P étoile, donc ici 21%, et le régime P plus grand que P étoile, 24%. Vous voyez que la dépendance angulaire de la magnétorésistance change radicalement. Donc il doit y avoir vraiment quelque chose de dramatique qui se passe sur la surface de Fermi. La nature exacte de la reconstruction, elle est peut-être encore ouverte à discussion, mais il y a un phénomène dramatique qui se passe et qui signale cette reconstruction de la surface de Fermi. Ces travaux ont permis également de préciser, dans ce régime proche de P star, la dépendance angulaire du taux de diffusion, et on a eu un exposé là-dessus, on en a eu deux au workshop, un par Nigel Hussey sur le régime sûr de P, thallium, etc., et un par Gaël Grissonange, qui est le premier auteur de cet article, sur le régime plus proche de P star. Et donc, dans ce régime plus proche de P star, ce qu'on voit ici, c'est que, ce qu'ils ont montré, c'est que la composante inélastique du taux de diffusion était isotrope, et la composante élastique, donc la diffusion par les impuretés du taux de diffusion, avait une très forte anisotropie. Je signale que c'est différent de ce qu'on sait depuis encore plus longtemps des expériences de Nigel Hussey, mais il n'y a pas de contradiction entre ces deux choses, puisque l'un concerne le thallium sur 2P et l'autre concerne ce régime. Je pense que Louis, tu es d'accord avec ça? Bon. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui rend un théoricien comme moi content, parce que ça nous simplifie la vie. Le taux de scattering inélastique est indépendant de l'angle. Et donc ce type de modèle, où on néglige par construction essentiellement la dépendance en impulsion du taux de scattering, a une chance de peut-être être pertinent. Donc voilà déjà une première justification pour dire que même des modèles qui sont un peu des modèles à vache sphérique, si vous voulez, c'est le cas de le dire, puisque rien ne dépend de l'angle, ont peut-être une chance de critique quantique où, au moins indirectement, ce type d'expérience suggère une criticalité locale. Alors, pourquoi une phase vert de spin ? Est-ce qu'une phase vert de spin peut avoir une pertinence pour le régime critique des cuprates ? Alors, j'ai dit tout à l'heure presque quelque chose d'opposé, puisque toutes sortes d'études, en particulier les études numériques par cluster des MFT, montrent clairement que la formation du pseudo-gap, c'est lié à des corrélations, de spin, mais des corrélations de spin qui sont bien localisées dans l'espace des moments, qui se situent autour de pi ou de pi moins epsilon, légèrement incommensurables, mais des corrélations essentiellement de nature antiferromagnétique. Alors, néanmoins, il y a des expériences déjà anciennes et puis beaucoup plus récentes, en particulier dans l'équipe de Marc-Henri Julien à Grenoble, qui montrent ce résultat remarquable, qui est que quand il supprime la supraconductivité de LSCO en appliquant un champ magnétique, eh bien en fait, tout le régime sous-dopé est envahi par une phase qui présente des moments locaux désordonnés. Alors on sait depuis très longtemps que LSCO est un composé où il y a pas mal de désordre. Quand je regarde le système sans champ, bon là il y a toujours un champ, mais disons si je regardais le système sans champ magnétique, il y a à bas dopage une phase vers le spin à basse température dans LSCO. Ça, on sait ça depuis très longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est que Marc-Henri et ses collaborateurs ont montré que quand on supprime la supraconductivité sous champ magnétique, eh bien, cette phase, avec du désordre des moments locaux, se met à pousser en dopage, et essentiellement, ce régime s'étend jusqu'au P star, où le pseudo-gap disparaît. Donc ça, c'est quelque chose qui est peut-être seulement qualitativement relié à ce que je racontais jusqu'à maintenant, mais qui est quand même évocatrice, qui dit que la physique du pseudo-gap, c'est des corrélations magnétiques, qu'il y a
pas d'ordre magnétique à longue portée, en champ nul au moins dans ce système, d'ordre antiferromagnétique à longue portée, la longueur de corrélation antiferromagnétique est finie, mais il y a des moments, et ces moments se gèlent quand on leur donne la possibilité de se révéler. En l'absence de supra, ils se gèlent en une phase qui a des moments locaux désordonnés. Donc au moins à un niveau assez qualitatif, je dirais que ce genre d'expérience donne un certain support, un certain encouragement théorique à poursuivre l'étude de ce type de modèle. Voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça, mais au moins dire ça. Alors ces expériences se poursuivent actuellement à Grenoble. Il y a par exemple cet article récent et même d'autres articles à apparaître qui poussent ces études à la fois par RMN et par diffusion des ultrasons. Alors juste pour continuer un petit peu l'exploration des régimes de qualité quantique dans les cuprates, je reviens juste sur des choses beaucoup plus, dont certaines sont beaucoup plus anciennes. Qu'est-ce qu'on sait du voisinage de P star? Donc on sait que la thermodynamique elle-même a un comportement singulier, et ça c'est des belles expériences de Bastien Michon, Anaël Legros et d'autres, toujours dans le groupe de Sherbrooke, qui ont montré que la chaleur spécifique avait un pic, ça c'est le coefficient gamma du C égale gamma T, ce comportement linéaire en température spécifique dans un métal. Donc vous voyez, quand on vient des grands dopages, alors évidemment c'est plusieurs matériaux là, parce que le grand dopage c'est le thallium, ici c'est d'autres matériaux, eh bien il y a une augmentation de ce coefficient de chaleur spécifique. Et quand on est juste tout près de P star et qu'on regarde ce coefficient de la chaleur spécifique en fonction de la température, eh bien on a un comportement qui est essentiellement logarithmique. Donc ça, c'est aussi très évocateur du régime, disons, planckien, parce que si sigma seconde de oméga est en oméga, juste par Kramers-Kronig, la partie réelle a un log, un log de oméga ou log t, d'où le comportement, le renforcement logarithmique de la masse effective, hein, ou de la chaleur spécifique. Donc, signature thermodynamique d'une criticalité près de P star. Par ailleurs, on sait aussi depuis longtemps que les spectres optiques, par exemple, ont un comportement d'échelle en oméga sur T, et je vais revenir là-dessus dans la suite. Donc je ne vais pas détailler ce transparent, qui est le premier article, je pense, qui a discuté la scaling en oméga sur T en optique, donc ça remonte à une vingtaine de Van der Marel et collaborateurs, mais depuis, il y a eu des expériences qui montrent ce comportement d'échelle sur des encore bien plus grandes gammes de h bar oméga sur kt que je vous montrerai après, donc je ne détaille pas ça. Et il y a même dans le groupe de Dan Dessau des efforts pour regarder le comportement critique en oméga sur T en ARPES, hein, dans les spectres de photoémission avec une bonne résolution en énergie. Bon, donc c'était juste, disons, pour vous montrer un certain nombre de faits expérimentaux qui suggèrent un comportement critique révélé par la thermodynamique, par le scaling en oméga sur T en optique, éventuellement aussi en ARPES, lié à ce passage entre une petite surface de Fermi reconstruite et une grande surface de Fermi à P star. Donc maintenant, ce que je voudrais faire en peut-être 10-15 minutes, c'est vous parler un petit peu d'implications phénoménologiques de ce type de théorie dans lesquelles la partie imaginaire de la self-énergie obéirait à ce type de loi d'échelle. Et je vais le faire de la manière la plus naïve possible, c'est-à-dire je vais m'affranchir de toutes les difficultés théoriques possibles, et en particulier quand je vais regarder le transport, je vais négliger complètement les corrections de vertex, je vais juste calculer la bulle pour la conductivité. Ce qui, on l'a discuté un peu dans le cours précédent, est correct dans une théorie où à la fois la self-énergie et le vertex est complètement local. Mais éventuellement, dans des théories où le vertex ne serait pas local, serait modifié, et je crois que Subien va nous parler un peu d'un cas comme ça dans son cours aujourd'hui. Mais là, je vais vraiment le faire de la manière la plus simple possible. Donc,
mon hypothèse de base, c'est celle qui est écrite au tableau et que j'ai réécrite ici, à part que ici j'ai mis nu égale 1. C'est-à-dire je vais supposer qu'on a un métal planckien dans lequel le taux de diffusion inélastique, donc l'opposé de la partie imaginaire de la self, obéit à une loi d'échelle. Donc on a une loi d'échelle en h bar oméga sur kt et un comportement linéaire en t. Alors, on peut mettre un exposant nu ici si vous voulez. Dans certains des articles que je vais mentionner, ça a été fait. Mais regardez cette expression. Cette expression, elle dépend de deux choses, et uniquement de deux choses. Il y a une constante de couplage ici qui s'appelle G, qui mesure la force du couplage inélastique, de la diffusion inélastique. Donc il y a une constante de couplage qui va jouer un rôle très important dans la suite. Et puis il y a une fonction de scaling, phi, qu'on connaît bien dans ce cours, qui est la transformée de Fourier de ces formes invariantes conformes, par exemple. Et cette fonction de scaling phi, elle peut soit être symétrique particule-trou, soit avoir cette asymétrie particule-trou intrinsèque, dont on a pas mal parlé dans le cadre de ce cours. Et puis c'est tout. Donc cet ansatz, disons, il est paramétrisé par cette constante de couplage inélastique et par cette fonction de scaling. Évidemment, pour sérieusement discuter un certain nombre de cas expérimentaux, il ne va quand même pas falloir complètement négliger les impuretés. Et donc, on peut éventuellement rajouter à ce scattering inélastique un terme de scattering élastique qui, pour les besoins de la cause, je vous ai dit que je faisais des choses très simples, va être pris comme complètement isotrope. Donc ça, c'est pas ce qui se passe dans les manips d'ADMR, qui semble suggérer un comportement fortement anisotrope du taux de diffusion élastique. Mais comme ce que je veux faire, c'est explorer déjà de manière simple les conséquences de cet ansatz pour le taux de diffusion inélastique, je ne vais pas m'embarrasser de ça et je vais considérer un taux de diffusion élastique isotrope, sauf exception à un certain endroit dans les slides. Alors on va déjà se poser la question du calcul de la conductivité optique. Oui. Puisque tu as souligné tout à l'heure, l'ansatz vaut pour im sigma ou pour z im sigma? Non, l'ansatz vaut pour im sigma. Donc là, vraiment, je considère le cas d'un métal planckien où la partie imaginaire de la self obéit à cette expression. On peut vouloir regarder, généraliser cette expression en mettant un exposant nu plus petit que 1 ici. Dans notre article sur le Zibek, on l'a fait. Donc, je vais commencer par considérer la conductivité optique, calculée de la manière la plus simple possible dans le cadre de cet ansatz. Donc ça, c'est un article récent qu'on a mis sur le web il n'y a pas longtemps, en collaboration avec le groupe de Dirk van der Marel à Genève, et également le groupe de Sherbrooke. Mais évidemment, il semble qu'il y ait actuellement un regain d'intérêt pour la criticalité quantique dans les spectres optiques des cuprates. Juste avant qu'on mette cet article sur le web, et indépendamment, dans les quelques jours précédents, il y a eu 2 articles sur ce sujet qui ont été mis sur le web, un par le groupe de Neven Barišić à Vienne, et puis un par le groupe de Van Neumann aux Pays-Bas. Tous ces articles... alors cet article, il est surtout consacré, si mes souvenirs sont bons, au régime pseudo-gap. Donc il est peut-être moins en relation avec ce qu'on a fait là. Cet article-là, il est plus directement en liaison avec celui-là. Les interprétations ne sont pas exactement les mêmes. Et il y a évidemment des précurseurs, en particulier un très bel article de Mike Norman et Andrei Tchoubukov, il y a une quinzaine d'années, qui a un certain recouvrement avec les conclusions qu'on souligne ici. Alors, comment est-ce qu'on calcule la conductivité optique? Donc, je vous ai dit qu'on allait négliger les corrections de vertex. Et donc, la conductivité optique, elle se calcule extrêmement facilement. C'est quelque chose qui résulte simplement de la formule de Kubo. On calcule le corrélateur courant-courant. J'en avais déjà un peu parlé la dernière fois. La conductivité optique, c'est en gros 1 sur oméga fois un corrélateur courant-courant. Corrélateur courant-courant, c'est d'abord une bulle avec ici les fonctions de Green complètes, et puis ici il y a des facteurs vertex qui sont les vitesses. Donc il y a 2 vitesses, et puis il y aurait des corrections de vertex. Et comme on va se placer dans le cadre d'une théorie où le vertex est local,
on va négliger ces corrections de vertex. Ce qui est cohérent dans une approche grande dimension des MFT, ça devient exact. Voilà, alors cette expression, elle résulte directement de la formule de Kubo, si on fait ça. Ça, c'est le complexe conjugué de la self-énergie complexe. Ici, c'est la self-énergie avec sa partie réelle et sa partie imaginaire. Et puis, on a fait une petite simplification dans cette expression. Qu'est-ce que c'est que la fonction grand phi? Alors, la fonction grand phi est à ne pas confondre avec la fonction petit phi d'échelle ici, ce n'est pas la même fonction. La fonction grand phi, c'est tout simplement la fonction de transport. Alors, je vais l'écrire ici parce que je vais m'en servir dans la suite. Vous voyez que quand je calcule la conductivité, il y a deux vitesses ici, il faut sommer sur les impulsions, d'accord? Donc, il y a une fonction de transport qui apparaît, qui est juste une caractéristique de la structure de bande, qui est simplement une densité d'état, si vous voulez, pondérée par les carrés des vitesses. Voilà, donc c'est une fonction de transport, caractéristique purement de la structure de bande du système. Donc partout dans la suite, cette fonction va apparaître, à ne pas confondre avec la fonction d'échelle. Et ici, on s'est livré à une approximation supplémentaire, mais justifiée, qui est que quand on fait l'intégrale sur les fréquences et sur l'énergie ou l'impulsion dans cette expression de la conductivité, tout ce que font les convolutions entre fonctions spectrales, c'est de nous forcer à mettre l'impulsion sur la surface de Fermi. Donc c'est phi de 0, c'est la valeur de la fonction de transport sur la surface de Fermi. Voilà, alors on peut donc, si vous avez cet ansatz pour la self-énergie, vous pouvez calculer cette intégrale et donc calculer la conductivité optique. Et pour faire comme les expérimentateurs, souvent on aime bien analyser les résultats expérimentaux de conductivité optique sous la forme de ce qu'on appelle un modèle de Drude étendu, mais qui est simplement une paramétrisation. Il n'y a pas de contrainte à cette paramétrisation, c'est juste une façon de parler des données, où on décompose en gros l'inverse de la conductivité en un taux de diffusion et un renforcement de masse effective. Il n'y a pas de prime ici, c'est une virgule, m star sur m. Voilà, donc si vous avez les données de conductivité optique, et si vous vous mettez d'accord sur le poids spectral qui est là, que vous pouvez, ça c'est un poids un peu subtil, mais que vous pouvez déduire par intégration sur la fréquence jusqu'à un certain cutoff, vous pouvez en déduire un surtaux de oméga et m star sur m, et c'est une manière dont au moins certains expérimentateurs aiment bien discuter les données. Alors revenons un petit peu à la théorie. Si je calcule cet objet et que je vais déjà vous montrer un plot avant de vous montrer ça, et que je regarde la conductivité optique, et bien vous voyez un truc assez marrant, ça c'est le résultat du calcul théorique. Pour un métal planckien avec nu égale 1, obéissant à cette loi d'échelle, on a pris ici la fonction d'échelle qui est celle qui résulte de l'invariance conforme, mais on aurait pu prendre un peu n'importe quoi, ça ne dépend pas beaucoup de la forme. Mais vous voyez un truc assez drôle qui est que même si on a mis un exposant nu égale 1 dans cette expression, eh bien en fait il y a un régime de fréquence où toutes ces courbes, quand on regarde le module de la conductivité optique, le module de la conductivité complexe et son argument, donc sa phase, semblent avoir une loi de puissance qui est plus petite que 1. Alors ça, c'est quelque chose qui nous rend très contents, parce que c'est connu depuis longtemps dans le domaine de la conductivité optique des cuprates. Il est connu depuis longtemps que si on a un taux de diffusion qui est extrait de ce paramétrage externe de Drude, on trouve un taux de diffusion, et je crois que j'ai une courbe plus loin, on trouve un taux de diffusion, donc ça c'est données expérimentales cette fois, sur LSCO, qui est très linéaire en énergie, donc comportement planckien. Mais en revanche, si je regarde les données comme module de sigma et argument de sigma, il apparaît un exposant
qui semble être non planckien, parce qu'il est plus petit que 1. Et donc il y a une espèce de tension entre le comportement qu'on déduit de la dépendance en énergie de 1 sur tau et puis cette loi de puissance. Alors en fait, cette tension, je prétends qu'elle est résolue par ce type de modèle très simple. Et en fait, c'est un point qui avait déjà été mentionné, il faut le dire, dans l'article de Norman et Chouboukov, qui montrait qu'effectivement, il y avait un régime de fréquence intermédiaire dans lequel même un ansatz de type marginal Fermi liquide donnait un tel exposant apparent. Alors en fait, on peut comprendre ce point analytiquement, et c'est ce que j'ai fait ici dans ce transparent. Quand vous calculez, c'est la conductivité optique, il y a en fait 3 régimes de fréquence. Et il faut évidemment mettre un cutoff supérieur, puisque ce type de comportement n'est valable que pour oméga et t plus petit qu'un certain cutoff. Alors on a des manières, par comparaison de données expérimentales, de déterminer quel est le bon cutoff à mettre, et dans la manière d'analyser les données, on a trouvé que ce cutoff c'était 0,4 électronvolts, ce qui est un nombre très raisonnable. En fait, quand on analyse l'intégrale, simplement, qui est là, on trouve 3 régimes. On trouve un régime où h bar oméga est plus petit que kt, donc ça, si vous voulez, c'est le régime de basse fréquence, qui correspond au cas où on a un temps de diffusion linéaire en t. On a un régime où h bar oméga serait plus grand que le cutoff, qui est ou n'est pas accessible expérimentalement, qu'il est en l'occurrence, dans lequel on devrait retrouver un module de sigma qui se comporte comme 1 sur oméga. Et puis on a un régime intermédiaire de fréquence où la h bar oméga est plus grand que kt mais plus petit que le cutoff. Et dans ce régime, en fait, on peut obtenir une expression asymptotique de la conductivité optique à partir de cet ansatz qui est écrite ici. Et en fait, c'est simplement un comportement où 1 sur sigma est en oméga log. Et en fait, quand vous regardez cette fonction, vous voyez qu'elle se comporte très bien comme une loi de fréquence. On peut même identifier, simplement en prenant la dérivée, quel est cet exposant apparent. Et cet exposant apparent, il ne dépend que d'une seule chose, qui est la constante de couplage inélastique. Donc ça, c'est un nouveau point qu'on a fait dans notre article, qui est que cet exposant apparent, on peut le comprendre, il est lié à ce comportement intermédiaire, et il est directement proportionnel aux constantes de couplage inélastique. Donc ça vous donne un regard intéressant sur les expériences, parce que vous pouvez, à partir de la mesure de ce nu étoile, qui dépend du matériau, c'est déjà intéressant de voir qu'il dépend du matériau. Dans certains matériaux, c'est 0,6, dans d'autres matériaux, c'est 0,8, il n'a rien d'universel. Ce qui est normal s'il dépend de la constante de couplage inélastique. Et donc, pour un matériau donné, ça vous donne la possibilité d'extraire la constante de couplage inélastique et puis de le comparer à autre chose. Et en particulier, on peut par exemple le comparer à la chaleur spécifique. Parce que ce qui se passe dans ce type d'ansatz, c'est que la partie réelle de sigma, elle va avoir un log. Donc j'écris des équations pas très rigoureuses, mais elle va avoir un log de t sur lambda, si vous voulez. Ou je devrais peut-être écrire lambda sur t, ça serait un peu plus positif. Avec un préfacteur ici qui ne dépend que de g. Vous voyez que ça, c'est extrêmement différent de ce qui se passe dans un liquide de Fermi. Dans un liquide de Fermi, pour calculer la partie réelle de la self, il faut intégrer par Kramers-Kronig la partie imaginaire. Il faut intégrer quelque chose comme ça sur tout le gamme de fréquences. Vous ne pouvez pas juste, à partir de la connaissance du coefficient A qui est devant oméga 2 plus T2 ici, déduire la valeur de cette quantité à oméga égale 0 qui nous donnerait le 1 sur Z, le poids des quasi-particules. Si vous mettez cet ansatz ici, cette intégrale diverge et l'intégrale est de toute façon dominée par le comportement ultraviolet. Dans un liquide de Fermi marginal, c'est complètement différent. Le coefficient du log est directement proportionnel à G avec un coefficient numérique devant. Et si vous connaissez G, vous pouvez dire quelle est la dépendance logarithmique
Évidemment, pas les termes correctifs, hein, il y a un terme log lambda qui dépend du cutoff. Mais quel est le coefficient du logarithme? Donc, vous pouvez relier la conductivité optique à la chaleur spécifique. Vous connaissez quand même la densité d'état de votre bande, etc. Mais voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait dans cet article. Et j'espère avoir un plot de ça quelque part, je ne sais pas où, peut-être ici. Vous voyez ici, on relie le comportement logarithmique de la masse effective mesurée en optique au comportement logarithmique de la chaleur spécifique que je vous ai montré tout à l'heure dans les manips de Bastien-Michon et al. En utilisant ça. Par ailleurs, on peut directement aussi voir dans les données expérimentales de conductivité optique qu'il y a bien un comportement logarithmique dans la masse optique. Alors ça, on peut le faire tout simplement, soit en prenant les données brutes et en se plaçant à fréquence quand même pas trop basse, parce qu'à basse fréquence, il y a énormément de bruit dans ces données expérimentales, ce qui est normal, mais si on se place à fréquence intermédiaire, on peut voir qu'il y a effectivement un comportement logarithmique de la masse optique, mais on peut le faire mieux que ça, on peut le faire en cherchant à faire un scaling de l'ensemble des données en oméga sur t, et en optimisant ce scaling. Donc c'est ce qu'on a fait également dans cet article, et je pense que les résultats les plus évocateurs, c'est plutôt le slide précédent, ou même peut-être... non, ce n'est pas celui-là. Donc ça, c'est les données brutes, pour ceux qui veulent les voir, pour la partie réelle et la partie imaginaire de la conductivité. Et ici, c'est des comportements d'échelle. Donc vous voyez ici, ça, c'est le scaling en oméga sur t optimisé du taux de diffusion sur t. Donc c'est h bar sur tau. Donc ce serait cette quantité divisée par t versus oméga sur t, ce qui correspond bien à ce comportement d'échelle. Vous voyez qu'on a un assez beau collapse des données, et cette fois sur des échelles, un range de oméga sur t qui est très grand. Et pareil pour la masse effective, moins le terme logarithmique, qu'il faut évidemment soustraire, parce que lui, il ne scale pas, en oméga sur t. Alors ça, c'est une comparaison entre ce qu'on extrait des données expérimentales et ce que nous donne ici ce petit modèle-là. Donc vous voyez que ça marche quand même très très bien, y compris quand on regarde les données en taux et masse effective, ou quand on regarde les données en argument de sigma et phase de sigma. Ça, c'est les données expérimentales, ça, c'est le modèle théorique. Ouais. Là, ce que tu montrais sur le plot d'avant. Plot d'avant. D'avant qui était probablement après. Oui, qui était probablement après. Celui-là. Oui. Ouais. En bas à gauche, le C, ça, c'est le modèle théorique. Ici, ça, c'est le modèle théorique. Oui. Non, ça, c'est les données expérimentales. Alors pourquoi est-ce que sur celui-ci, on ne voit plus, donc si on revient sur le transparent d'avant, Oui. celui d'avant, on voyait à haute température que le taux, il remonte. Ici. Non, pardon, la page d'après. Ah, parce que je crois que la page d'après, c'est pas ce qu'elle est là. Ça, c'est oméga. C'est directement les données presque brutes. Enfin, on pourrait discuter plus en détail parce qu'il y a un epsilon infini, etc. Mais là, il n'y a pas de scaling. Hein, c'est directement oméga. Donc, en fait, le scaling, il est fait sur un régime de fréquence qui est ce qu'il est. Et donc, il est possible que ce que tu observes ici... tu parlais de ça, c'est ça? Non, je parle en dessous, en fait, on voit qu'à haute température, ton taux... Il remonte un peu. Oui. Alors ça... Ah, à basse fréquence, il remonte, oui. Oui, alors je pense que quand... Oui. Oui, alors attention parce que... Oui, ça, c'est des très hautes températures. Hein. Donc, c'est très haute température. Donc, quand on refait les choses en oméga sur T, je pense que ça on ne le voit plus. Bon, alors, je m'aperçois que je suis très, très en retard. Bon, je vais quand même prendre quelques minutes pour vous parler d'une autre conséquence de ce type d'enzyme pour le coefficient de transport thermoélectrique. Donc là, on a vu assez vite le transport, l'optique, la masse effective, mesurée en chaleur spécifique ou en optique. Pas exactement la même quantité, mais elles sont reliées. Voilà, donc ce qu'on a vu, pour donner un peu une perspective, c'est que ce type d'ansatz, avec nu égale 1 en l'occurrence, dans une approche très simple, permettait de connecter toutes ces différentes quantités. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de coefficient Seebeck.
Alors pourquoi je vous parle de coefficient Seebeck? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un mystère sur le coefficient Seebeck des cuprates. On ne s'intéresse pas au coefficient Seebeck des cuprates pour faire des matériaux thermoélectriques. Ce n'est pas ça l'idée. C'est très intéressant de faire des matériaux thermoélectriques, mais ce n'est pas le but ici. Le but d'étudier les coefficients de transport thermique, c'est qu'ils nous renseignent de manière extrêmement fine sur des propriétés que la conductivité toute seule ne voit pas vraiment. Et en particulier, quand on parle du Seebeck, le renseignement qu'on en obtient, c'est le degré de symétrie, ou plutôt d'asymétrie particule-trou du système, à très basse énergie, comme toute mesure de transport. Donc c'est ça vraiment qui est intéressant dans le Seebeck. Alors la raison pour laquelle je vous en parle, c'est qu'il y a depuis très longtemps une sorte de mystère sur même le signe du coefficient Seebeck des cuprates. Et puis, dans le cadre de ces approches théoriques, une relation intéressante, je trouve même très intéressante, entre le coefficient Seebeck et cette asymétrie intrinsèque des fonctions d'échelle. Donc ça, je voudrais vous raconter très très rapidement, parce que j'ai presque plus de temps. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est le coefficient Seebeck, pour ceux et celles qui ne savent pas. Donc, le coefficient Seebeck, c'est une mesure qu'on peut simplement voir comme la mesure suivante. Je prends un échantillon, je mets un gradient de température. On peut même le voir en circuit ouvert. On peut faire un circuit fermé pour mesurer les choses, mais on peut juste le voir conceptuellement en circuit ouvert. Je mets un gradient de température et je regarde la chute de potentiel électrique entre les deux extrémités de l'échantillon. Et le coefficient Seebeck, c'est le rapport de ces deux choses avec un signe moins près. Donc je mets un gradient de température, il apparaît une différence de potentiel. Et il est facile de montrer que ce coefficient Seebeck, c'est un rapport. Donc si j'écris les équations qui me donnent le courant de particules et le courant d'entropie, il va y avoir une certaine matrice de Onsager qui va être reliée au champ électrique, au gradient de potentiel chimique et au gradient thermique. Et donc vous voyez que le coefficient Seebeck, c'est une mesure en circuit ouvert. Donc en circuit ouvert, il n'y a pas de courant, donc je vais mettre J égale 0. Et je vais calculer le rapport gradient mu sur gradient T pour avoir J égale 0. Et ça vous dit tout de suite que le coefficient Seebeck, il est proportionnel au rapport du coefficient off diagonal sur le coefficient diagonal. Donc c'est un rapport de deux coefficients, je ne mets pas les signes et les facteurs T, mais en gros c'est ça. Donc c'est un rapport de deux coefficients de transport. Donc comme souvent, quand on a un système à une seule composante, à une seule bande, et qu'on regarde, et qu'il n'y a pas trop de dépendance angulaire du taux de diffusion, si je regarde un rapport de deux coefficients de transport, eh bien le taux de diffusion disparaît, parce qu'il est dans chacune des quantités. Et donc, si je fais la théorie du Seebeck d'un métal dans sa version la plus simple, c'est-à-dire où j'ai juste de la diffusion par les impuretés isotropes sur la surface de Fermi, ce que je trouve, c'est que le Seebeck est linéaire en température, ça c'est des raisons d'espace des phases et statistiques de Fermi, donc les métaux ont un petit Seebeck linéaire en température, avec une valeur qui nous est donnée complètement par la structure de bande. C'est en fait la dérivée logarithmique au niveau de Fermi de cette fonction de transport ici qui est encadrée en rouge. Autrement dit, si cette fonction de transport a un signe de type trou, le Seebeck est positif. Si cette fonction de transport a un signe de type électron, eh bien le Seebeck est négatif. Donc la structure de bande, dans cette théorie la plus élémentaire, fixe complètement le signe du Seebeck. Dans une théorie où je tiens compte uniquement du scattering élastique par des impuretés, j'ai une seule composante, enfin le modèle le plus simple. Voilà. Mais vous voyez que le point essentiel, c'est que ce Seebeck, il est sensible à la symétrie particule-trou, parce que pour un système qui est symétrique particule-trou, la dérivée de la fonction de transport est nulle au niveau de Fermi, elle est plate, pour avoir juste la symétrie entre particules et trous, et donc le Seebeck est 0. Donc c'est pour ça que le Seebeck nous renseigne sur cette asymétrie. On peut le comprendre aussi plus physiquement, le Seebeck va mesurer une différence entre un courant de trou et un courant d'électron, quand on applique un gradient thermique. Si ces deux courants se compensent, il n'y a pas de Seebeck.
Voilà. Alors, on sait depuis pas mal d'années que dans les cuprates, il y a un problème. Et ce problème, il est illustré ici. Si vous mesurez, si les expérimentateurs mesurent le Zibek des cuprates dopés en trou, par exemple NDLSCO, mais il y a beaucoup d'autres exemples, on trouve dans les plans un Zibek positif. Donc, voilà. En revanche, si vous calculez dans une théorie simple l'expression précédente, vous connaissez la structure de bande. En gros, vous connaissez T' et T, et c'est tout ce dont vous avez besoin. Et le dopage. Vous calculez cette valeur, qui était dans le transparent précédent, vous allez trouver une valeur négative. Donc ce n'est pas seulement quantitatif, c'est qualitatif. Vous trouvez une valeur négative qui n'a pas de dépendance en température, hein, puisque le cutoff, c'est une grande échelle d'énergie. Et les mesures sont ici. Vous voyez que le Zibek est positif et qu'il a une dépendance en température très significative. Donc il y a vraiment un problème. Alors si, et ça c'est des mesures beaucoup plus récentes, de Adrien Gourgaud et coworkers, si on regarde le Zibek selon l'axe C, il est aussi positif, dans le cas au-dessus de Pesta, il est aussi positif, et il a aussi une dépendance en température très forte. Si je prends la structure de bande des cuprates et un taux de diffusion élastique, pour ces mêmes valeurs et pour ce matériau, on trouve les courbes en pointillés ici. Donc vous voyez, ça ne ressemble pas du tout aux données. Les données sont ici, et puis les valeurs que donnerait la formule précédente sont là. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors la proposition qu'on a faite dans ces deux articles, donc un article théorique que j'ai écrit avec Jernej, mon complice Jernej Mavier de Ljubljana, et puis un article en collaboration avec Louis, son équipe, Adrien, Gaël et coworkers. Notre article théorique est fortement inspiré de leur trouvaille expérimentale. Ce qu'on a remarqué avec Jernej, c'est que si on considère un métal planckien, tout ce qu'on sait sur la contribution du scattering, de l'asymétrie particule-trou du scattering inélastique pour un liquide de Fermi s'écroule et les choses se passent complètement différemment. Donc ça, je voudrais vous raconter en un ou deux slides. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je voudrais au moins vous le raconter différemment. Alors, vous le raconter rapidement. Alors, avant de vous dire ça, je voudrais quand même vous dire, donc on prétend dans cet article, enfin on montre, je crois, dans cet article, qu'on peut assez bien expliquer les résultats expérimentaux qui sont là avec cette théorie, qui donne ces deux courbes-là, donc ça marche pas mal. Mais je voudrais quand même faire une réserve à ça, qui est que on ne prétend pas expliquer le mystère qui subsiste pour certains cuprates, et seulement pour certains cuprates, à beaucoup plus grand dopage. Donc, à beaucoup plus grand dopage, c'est aussi un fait connu depuis longtemps et qui a été ressouligné par Kamran Benya et Nigel Youssef tout récemment dans cet article, que dans des régimes où on avait un comportement liquide de Fermi, donc par exemple LSCO sur 2P, eh bien on avait encore un problème avec le signe du Zibek. Ce n'est pas le cas pour d'autres matériaux sur 2P, entre parenthèses. Et je ne prétends pas que notre théorie explique ça. Il est possible que pour expliquer ça, il faille tenir compte de la forte anisotropie du coefficient élastique, mais d'un autre côté, on sait par les manips de Nigel que dans ce régime, ce coefficient élastique, il a moins d'anisotropie. Donc ce problème est encore ouvert. Donc je reviens au cas proche de Pesta, qui est le cas qui m'intéresse ici. Et je vais d'abord vous expliquer rapidement comment ça marche dans un liquide de Fermi. Donc, pour discuter sérieusement du Zibek, il faut rajouter à cet ansatz un terme de scattering élastique. Parce que sinon, on n'a pas la limite simple de structure de bande, donc il faut impérativement faire ça. Donc maintenant, on fait ça, et le gamma inélastique est toujours donné par cette expression. Alors, comment ça marche dans un liquide de Fermi? C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans un liquide de Fermi, donc l'idée de base, c'est est-ce qu'une asymétrie particule-trou venant de l'asymétrie intrinsèque du taux de diffusion inélastique, c'est-à-dire de l'asymétrie en oméga donne moins oméga de cette quantité, peut affecter le Zibek. Alors dans les liquides de Fermi, ces termes d'asymétrie sont sous-dominants, ce que j'expliquais là. Ils sont en oméga cube et oméga T2. Donc vous pouvez deviner la réponse sans faire le calcul. Comme ils sont sous-dominants, dans la limite de basse température, cet effet va disparaître.
Et effectivement, si vous calculez, je n'ai pas le temps de vous expliquer en détail comment, mais c'est toujours du Kubo dans la limite même de Boltzmann. Si vous calculez le rapport S sur T en fonction de T, à basse température, vous retrouvez la valeur classique que j'avais tout à l'heure, où le taux de diffusion élastique seul compte. Il disparaît dans le rapport qu'est le Seebeck. Il y a un facteur de renforcement par la masse effective, ici, si j'ai un système avec des corrélations, mais le coefficient qui est devant, c'est le bon vieux terme de Lorentz, pi carré sur 3, et quels que soient les termes qui corrigent le liquide de Fermi par des comportements asymétriques particules-trou, eh bien, ces termes disparaissent dans la limite de basse température. En revanche, il y a une échelle de crossover qui est évidemment donnée par le rapport de la constante de couplage du scattering élastique à la constante de couplage inélastique. Et juste pour vous confusionner, le lambda qui est ici, c'est le G que j'avais là. Donc maintenant, le G maintenant s'appelle lambda, juste parce que c'est deux articles différents. Donc il y a une échelle de crossover. En dessous de cette échelle de crossover, on est dominé par le scattering élastique. Au-dessus de cette échelle de crossover, on est dominé par le scattering inélastique. Pour T plus grand que T étoile, là, les corrections au liquide de Fermi, particules trous asymétriques, contribuent. Et c'est un point qui avait été fait par Christian Howley et Gaby Kotler il y a une dizaine d'années, très joliment, qui montre qu'effectivement, l'asymétrie particule-trou du scattering inélastique peut changer le signe de Seebeck, mais seulement dans le régime T plus grand que T étoile. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un métal planckien? Alors, je vous passe les détails du calcul, qui est esquissé ici. Donc maintenant, je considère un métal planckien, mais je considère le cas où cette fonction d'échelle peut avoir une asymétrie intrinsèque, pas sous-dominante, mais intrinsèque. Comme dans ces formes invariantes conformes avec une asymétrie spectrale ou un trou noir chargé, d'accord, dans l'interprétation holographique. Eh bien, à ce moment-là, ce qui se passe, le résultat est ici, c'est un fait très surprenant, qui est que cette asymétrie particule-trou, elle intervient dans l'expression du Seebeck sur un pied d'égalité avec le terme classique de structure de borne. Et donc, c'est ce terme qui est ici, oubliez le log pour l'instant. Ce terme, vous voyez que le S sur T dans la limite de température, il y a deux termes qui sont tous les deux comparables, donc c'est complètement différent du liquide de Fermi, un terme qui est le terme qu'on a vu tout à l'heure de structure de bande, et un terme qui fait intervenir le rapport de la constante de couplage inélastique à la constante de couplage élastique, fois un coefficient C-, qui est juste un moment de cette fonction d'échelle universelle. Un moment qui est nul si la fonction est symétrique. Donc qui est la symétrie particule-trou intrinsèque de la fonction d'échelle. Et vous voyez que ces deux termes se font la guerre. Si celui-ci est suffisamment grand, il peut changer le signe du terme de structure de bande. Alors, en plus, il y a le fait qu'à très basse température, il y aurait un comportement logarithmique du Seebeck, mais qui aura toujours le signe de la structure de bande. Donc voilà l'expression qu'on peut obtenir. Et voilà une application avec des paramètres assez réalistes, où ce que vous voyez ici, c'est deux cas. Un cas où le coefficient Seebeck est de type électron, donc négatif, en l'absence de cette contribution asymétrique particule-trou, donc en l'absence de ce terme. Donc vous voyez qu'on aurait un Seebeck essentiellement constant, et puis qu'ensuite il y aurait ce petit terme logarithmique ici. Et maintenant, si je tiens compte de ce terme, ou si plus généralement je fais le calcul avec une fonction d'échelle asymétrique, je peux changer le signe de Seebeck sur toute la gamme de températures, sauf à très basse température où il replonge logarithmiquement, et il acquiert une dépendance en température beaucoup plus significative que quand il n'y a pas ce terme également. Ça, ce n'est pas contenu dans cette formule, mais ça peut se voir aussi. Et de même, ici, on partirait d'un cas où on aurait un Seebeck, cette fois de type trou, positif, et l'existence d'une asymétrie particule-trou sur cette fonction d'échelle fait que ce Seebeck acquiert une dépendance en température bien plus importante. Et ça ressemble beaucoup à ce qui se passait dans les expériences. Et je vous montre ici une comparaison entre les données expérimentales
obtenus par Adrien et Gaël et coworkers. Ah, j'ai plus de piles, donc je pense qu'il est vraiment temps d'arrêter ce cours. J'essaie de voir si je peux m'en tirer comme ça. Voilà, les données expérimentales qui sont ici, donc selon l'axe C, selon le plan AB, et vous voyez qu'ici, on a réussi à assez bien expliquer ces données, leur dépendance en température et surtout leurs signes. Alors là, on est allé un petit peu au-delà en fait du cas où on fait un scattering complètement isotrope. On a commencé à tenir compte de la symétrie, de la dépendance angulaire du scattering élastique aussi. Et vous voyez ici, ça c'est le type d'ansatz pour ce taux de diffusion qu'on a introduit pour expliquer ces données, avec cette asymétrie intrinsèque de la fonction d'échelle que vous voyez très bien sur ces courbes. Voilà. Bon, alors ceci termine, je suis très en retard, ceci termine ce que je voulais vous dire un petit peu sur la phénoménologie des métaux planckiens. Et je vais encore prendre 2 minutes, et après je m'arrête, c'est promis, pour vous donner un petit peu quelques perspectives ouvertes sur, disons, l'ensemble de ce cycle de cours. Donc ça n'a plus rien à voir avec la phénoménologie des métaux planckiens, c'est juste pour ouvrir un petit peu sur d'autres choses. Juste pour, voilà, alors ce n'est pas des choses auxquelles j'ai beaucoup réfléchi, c'est des choses auxquelles vous pourriez avoir envie de réfléchir. Alors d'abord, il y a un domaine qui est assez marrant, qui est, est-ce qu'on peut réaliser au laboratoire des simulateurs quantiques des modèles SY ou SYK? Donc c'est, disons, faire un simulateur quantique analogique des modèles SY et SYK. On pourrait, c'est marrant, H, c'était pas Barr hole, c'est un black hole in a test tube. Bon, c'est un domaine où les gens s'amusent à imaginer de telles réalisations. Il y a une revue assez jolie de Marcel Franz dans Nature Materials Reviews sur ce sujet, il y a quelques années déjà. Et une des réalisations proposées, alors pour faire ça, il y a pas mal de challenges, disons, de défis à relever, mais il y en a en tout cas 2. Il faut évidemment utiliser des fermions, enfin, au moins une des routes possibles est d'utiliser des fermions. Ils peuvent être complexes ou ils peuvent être réels. Comme on a plus facilement au laboratoire des fermions complexes que des Majorana dont la présence est assez élusive, semble-t-il, on peut commencer avec des fermions complexes. Mais le point le plus dur, c'est qu'il faut éliminer les interactions à deux, les termes à... Il faut générer des interactions aléatoires à deux particules, donc ça c'est le GIJKL de SYK, d'accord, ou le JIJ SISJ, mais il faut éviter les termes de hopping fermionique, puisque notre vieux travail avec Olivier Parcollet, ça devrait s'appeler PG99 cet article, a montré que le hopping générait une échelle de cutoff T carré sur J, en dessous de laquelle on retrouvait le comportement habituel. Donc il faut réussir soit à tuer complètement ce terme de hopping fermionique, soit à se placer à des températures plus grandes que lui, mais quand même suffisamment basse température pour pouvoir avoir l'effet. Donc T plus petit que J, mais plus grand que T carré sur J. Donc l'idée, c'est d'avoir des systèmes à bande plate pour tuer au maximum possible le hopping et avec du désordre. Donc une des idées qui a été proposée par Marcel Franz il y a déjà quelques années, c'est par exemple de regarder des échantillons de graphène de taille finie, de taille mésoscopique, avec un bord aléatoire, ce qui génère du désordre, et sous champ magnétique fort, de manière à avoir des landaux avec des états à bande étroite. Voilà. Donc l'idée de cet article, c'est de dire, en présence de désordre donné par la taille, le bord irrégulier du flocon, on va avoir des états localisés dans l'intérieur du système, et ces états localisés vont nous donner des éléments de matrice de l'interaction de Coulomb qui vont avoir un spectre plus ou moins aléatoire, et on peut s'amuser à voir si ça permet de réaliser un modèle de SYK au laboratoire. Voilà. Donc c'est une direction amusante dans le domaine, et je sais qu'il y a certaines gens dans l'audience qui travaillent sur ce sujet. Bon, une autre chose que je voulais faire, c'est mentionner en un ou deux transparents quelques questions ouvertes, et essentiellement des idées plus ou moins aléatoires.
qui me sont venues en préparant ce cours. Une des questions que je trouve intéressante, c'est, et dont on a un peu entendu parler au workshop, on a beaucoup entendu parler de dynamique et de scrambling time, de temps pour le chaos, etc., et de transport. La question, c'est quelle est la connexion entre ces choses? Donc, on sait qu'il y a des bornes rigoureuses sur le temps de scrambling, je ne sais pas comment on dit ça, d'agitation, de transition vers le chaos, de systèmes de ce type. Donc, le temps est plus grand, est borné inférieurement par le temps planckien. On ne peut pas s'équilibrer plus vite que le temps planckien. Il y a une borne similaire sur un temps de transport. Donc cette question, elle ne me semble pas du tout évidente. Il y a une suggestion de Hartnold, il y a déjà pas mal d'années, qui dit que la constante de diffusion, qui est une autre manière de parler du transport en utilisant la relation d'Einstein, sigma égale compressibilité fois constante de diffusion, que la constante de diffusion pourrait être soumise à une borne de ce type, donc D sur une vitesse de Fermi au carré devrait être plus grande que h bar sur kt, mais je ne pense pas qu'il y ait des preuves rigoureuses de ça, et donc ça soulève une question, par exemple, qui est, est-ce qu'on peut trouver un système qui, effectivement, s'équilibre en un temps qui satisfait la borne planckienne, mais dans lequel la résistivité violerait ce type de loi. Par exemple, la résistivité serait en T puissance nu, avec nu plus petit, et si la compressibilité est constante, ça voudrait dire que la constante de diffusion serait plus petite que h bar sur kt. Donc c'est une question un peu ouverte. Avec Marco Schiro, on réfléchit un peu à des modèles où peut-être on pourrait trouver un comportement comme ça, qui montrerait que finalement, il n'y a pas une connexion profonde nécessaire entre le temps de transport et le temps d'équilibration. Voilà, alors toujours un petit peu dans le contexte de la dynamique, je voulais aussi vous signaler un article que je trouve intéressant, qui sont les connexions possibles entre la structure en énergie des modèles SYK, des histoires d'espacement exponentiel des niveaux, dont on a beaucoup parlé dans les cours précédents, et puis la dynamique en temps réel des modèles de verre de spin. Voilà, il y a cet article qui est un peu food for thought. Voilà. Et puis, il y a également, évidemment, la question d'établir une relation plus microscopique au comportement de métal étrange dans les cuprates et dans d'autres matériaux. À force d'entendre parler de modèles avec du désordre, il semble, on a de plus en plus tendance à penser que pour vraiment obtenir un métal étrange avec un comportement linéaire de la résistivité en température jusqu'à basse température, je ne parle pas d'un comportement de mauvais métal, eh bien, il faut du désordre. Et à vrai dire, on n'a pas, à ma connaissance, de modèles microscopiques qui conduisent à ce comportement sans avoir du désordre dans le système. Et je pense que Subir, dans son cours, va élaborer encore plus sur ce sujet, en regardant des modèles avec des constantes de couplage désordonnées. Voilà, bon, je vous laisse avec ça. J'ai déjà dépassé mon temps de presque 20 minutes. On va faire une pause d'un quart d'heure, donc on commencera le cours de Subir à 35. Et je vous remercie d'avoir assisté à l'ensemble de ce cycle. Est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce que vous êtes tous épuisés, tous et toutes épuisés? Bon, la réponse, c'est la deuxième.